Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Les sanctions passent, se multiplient même, et la Russie reste en guerre en Ukraine. C'est le 11e paquet de sanctions contre Moscou décidé par l'Europe. L'économie russe souffre, mais tient bon et parvient toujours à écouler son pétrole et son gaz. Et même à acheter les technologies de l'Ouest, pourtant sous sanctions, pour nourrir son industrie de défense. Pour en parler, je reçois Jan Dunin-Vazovic, avocat spécialiste de ces questions au cabinet Hughes, Hubbard & Reed. Bonjour Jan Dunin-Vazovic. Bonjour. Pouvez nous résumer rapidement les 10 premiers paquets de sanctions contre la Russie ? Absolument, et peut-être il faut commencer par rappeler le contexte et la logique de ces mesures que l'Union européenne, avec une coordination complète avec ses partenaires, a déroulé depuis février 2022. Oui. Ce sont des mesures qui ont été progressivement imposées, intensifiées, complexifiées, et qui aujourd'hui vraiment sont imposées dans un espace mondial qui est fragmenté. Oui. On oublie parfois que la coalition, disons donc le groupe de pays, d'organisations qui imposent des sanctions, représente certes peu ou prou 50% du PIB mondial. Mais aujourd'hui encore, c'est 2/3 de la population du monde qui vit dans des pays qui ont soit pas imposé de sanctions à l'encontre de la Russie ou sont assez On y reviendra. Mais résumez-nous les 10 premiers paquets de sanctions. Oui, alors on a une séquence, disons, par grande catégorie, des mesures individuelles qui concernent des personnes, ces fameuses sanctions concernant les oligarques. On a eu des sanctions qui sont sectorielles, qui concernent des pans de l'économie, des sanctions horizontales, des sanctions qui concernent l'interdiction à l'importation, à l'exportation. Et aujourd'hui, on arrive au 11e paquet de sanctions. Ouais. Et alors là, ça concerne quoi ? Alors, ce 11e paquet de sanctions, il a, je dirais, 2 caractéristiques principales. Premièrement, il s'inscrit dans cette continuité. Donc, on retrouve ces grandes catégories de mesures, avec quelques réglages techniques. Et puis, il a la spécificité de vraiment se concentrer sur un problème qui est celui du contournement. Et avec ce paquet, l'Union européenne cherche à amplifier son action dans ce domaine en se dotant de nouveaux outils. Contournement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des pays tiers qui ne respectent pas ces sanctions. C'est ça ? Alors, c'est un petit peu différent. Le contournement, c'est une notion qui est évidemment englobante. On en entend parler beaucoup. Et je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a 2 aspects de cette notion. Il y a un aspect interne et un aspect externe. L'aspect interne, c'est une interdiction que les textes européens prévoient. Donc, c'est une interdiction qui s'applique aux personnes qui sont tenues de respecter la réglementation européenne et qui dit qu'il est interdit de sciemment et volontairement participer à des activités qui pourraient avoir pour objet ou pour effet de contourner les sanctions. Ça, c'est une obligation qui repose sur les opérateurs européens. Puis ensuite, sur le volet externe, vous avez ici une pluralité d'acteurs. Vous avez évidemment les personnes, entités ou organisations qui sont la cible de ces sanctions et qui cherchent à esquiver ou bien trouver des parades pour pouvoir contourner ces mesures. Ensuite, vous avez des pays qui ont soit une proximité géographique ou une proximité politique. Avec la Russie ? Avec la Russie en l'occurrence, et qui peuvent se retrouver en situation de servir de plateforme de contournement pour pouvoir acheminer des biens ou des produits vers la Russie. Qui seraient sous sanction. Qui seraient sous sanction. Et on appelle ces pays des hubs de contournement. Et enfin, vous avez une 3e catégorie d'acteurs qui... on pourrait dire, sont des intermédiaires qui ont bien compris, peut-être par cupidité, que on peut on peut gagner de l'argent à aider d'autres à contourner ces sanctions. Dites-moi, quel est le statut de ces sanctions de l'UE, mais également des États-Unis contre la Russie ? Je veux dire, est-ce que d'un point de vue du droit international, du point de vue de l'ONU, les autres pays sont tenus de respecter ces sanctions ? Alors, traditionnellement, quand on parle de sanctions multilatérales, on pense aux sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, et là, ce n'est pas le cas, on est d'accord. On est d'accord, ce ne sont pas des sanctions adoptées par le Conseil des Nations Unies, ce sont des sanctions qui sont adoptées soit par des pays, donc les États-Unis par exemple, le Canada et autres, l'Union européenne, qui forment un tout, une coalition, qui elles-mêmes, de manière coordonnée, sur un forum multilatéral entre elles, prennent des mesures unilatérales. D'accord. Et moi, je suis la Chine ou l'Inde, en quoi je suis tenu d'appliquer ces sanctions décidées à Bruxelles ou à Washington ?
Alors l'Union européenne, elle l'a dit clairement, hein, c'est une doctrine qu'elle a formulée à partir de la fin des années 80, mais surtout la fin des années 90, que les sanctions européennes ne sont pas d'application extraterritoriale, puisque l'Union européenne estime que certaines pratiques, notamment en matière de sanctions extraterritoriales, constituent une violation du droit international. On est d'accord. L'Union européenne a formulé cette doctrine qu'elle suit toujours. Et elle a su aussi dénoncer l'effet de certaines mesures extraterritoriales sur l'Europe. Le règlement de blocage d'une part, et puis plus récemment, le règlement anti-coercition. Ouais. Alors donc concrètement, comment l'Union européenne, ou la Commission européenne, je ne sais pas, peut obliger ou interdire à une entreprise turque ou chinoise ou indienne d'avoir des relations commerciales avec la Russie ? Alors, l'approche, elle est un peu nuancée. C'est-à-dire que si on revient sur les outils d'abord que le 11e paquet a introduit, il y a, je dirais, c'est une véritable boîte à outils avec la formalisation d'un processus pour le déploiement de ces outils. Le premier outil, et il ne faut pas le sous-estimer, c'est l'engagement diplomatique de la part de l'Union européenne et des États membres pour parler des sanctions, pour expliquer les sanctions et pour encourager les États tiers à suivre les sanctions. L'Union européenne a nommé un envoyé spécial qui a cette charge, et puis les États membres aussi ont ces initiatives. Ce sont des initiatives qui ont lieu bilatéralement ou multilatéralement. D'accord. Et elles incluent très concrètement, lorsque un État tiers souhaite concourir à cet effort, une assistance technique, un partage d'informations. D'accord. La deuxième mesure, le deuxième outil, c'est un outil qui est un peu plus répressif, qui consiste à ajouter à la liste des sanctions ou à la liste des personnes et entités qui font l'objet de gel des avoirs, des entités de pays tiers ou des individus de pays tiers qui soit participeraient à la facilitation de contournement, c'est-à-dire qu'ils aideraient des schémas pour contourner les sanctions, ou qui, de manière significative, pourraient mettre en échec les sanctions. Et donc, si l'Union européenne identifie des entités ou des personnes qui répondent à ces deux critères... Et qu'est-ce qui se passe pour elles ? Elle les ajoute à la liste des sanctions. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, leurs avoirs sont gelés et il est interdit de mettre à disposition à ces personnes des fonds ou des ressources économiques. Donc, il y a d'autres mesures comme l'interdiction d'entrée sur le territoire. Vous avez vu que la Chine n'était pas contente, parce que certaines de ces entreprises ont été visées, d'autres ont été sorties de la liste, etc. Je suis la Chine ou l'Inde, je conteste ces sanctions. Est-ce que je peux aller devant l'OMC pour les contester? Alors peut-être avant de parler des commerce. Oui, alors peut-être avant de répondre à cette question, rappelons qu'il y a d'autres outils qui ont été introduits qui vont peut-être justement éviter cette situation. Le second outil, c'est une autre liste dans le monde des sanctions, du contrôle des exportations. On travaille beaucoup, on travaille beaucoup avec les listes, et c'est une liste qui oblige l'Union européenne à limiter le type de biens ou de technologies qui peuvent être exportés vers ces entités, y compris des entités de pays tiers. Et donc, dans le 11e paquet de sanctions, on voit pour la première fois des entités ouzbèques, arméniennes, etc. Et puis, enfin, si les efforts diplomatiques ne sont pas fructueux, si ces efforts, je dirais, calibrés, ciblés, de sanctions, soit de sanctions liste gel des avoirs ou liste sur le contrôle des exportations est insuffisant. Il y a un autre outil tout à fait novateur ici, qui est un outil de dernier recours qui permettrait en fait à l'Union européenne d'identifier un pays ou plusieurs pays et des biens qui sont utilisés par la Russie dans son effort de guerre pour introduire des contrôles à l'exportation vers ces pays-là. Donc, est-ce que je peux contester ces sanctions devant l'OMC? Alors, il y a plusieurs moyens de contester ces sanctions et plusieurs pays le contestent, effectivement. Il y a des recours qui sont envisageables, mais je pense que politiquement, là, on est dans une phase où finalement l'Union européenne est en train de monter en puissance sur... il y a un changement de ton manifeste qui a été constaté. Il y a un changement sur l'impact, sur la portée des mesures. Et puis, il y a des annonces qui sont faites par certains pays tiers qui ne sont pas d'accord avec cette évolution pour dire, voilà, nous ne reconnaîtrons pas ces mesures-là ou nous adopterons des mesures aussi pour y répondre. Et donc, le forum pour la contester, est-ce que c'est bien l'OMC? Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi le droit local, ça peut être aussi des autres mesures qui ne sont pas directement liées à la politique commerciale. Donc, il y a plusieurs moyens de contester ces sanctions. Par exemple, la Chine a voté des lois anti-sanctions. Absolument. Donc, vous vous rendez compte dans quelle position vont être mises certaines entreprises
qui risque d'être poursuivi, enfin au moins réglementé par l'Union européenne, et aussi se retrouver entre l'enclume et le marteau vis-à-vis de la Chine, quoi. Alors c'est difficile, vous avez raison de dire qu'avec la multiplication des lois et des lois à portée extraterritoriale, on a un environnement opérationnel qui peut être difficile à gérer. Il ne faut pas négliger le fait, il me semble, qu'il y a quand même un phénomène d'incitation qui suit les sanctions européennes, puisqu'on peut observer dans le secteur privé, et c'est sans doute un peu trop tôt encore pour quantifier ce phénomène, qu'il y a des opérateurs de pays tiers qui ne sont pas assujettis à la réglementation européenne, qui néanmoins estiment, parce que leurs liens économiques avec l'Union européenne sont importants, ils estiment qu'ils ont un intérêt à se mettre eux-mêmes en conformité et à suivre et appliquer nos sanctions. Donc c'est un effet secondaire, si vous voulez, des sanctions européennes. Je vous remercie, Yann Dunin-Vazovic, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.